Bienvenue dans Entre quatre planches, l'émission mortelle pour les auteurs de polar. Aujourd'hui, nous recevons Henri Lovenbruch pour son 27e roman, Pour ne rien regretter, paru aux éditions IXO. Ce qui fait le charme et la force de ce roman, écrit à hauteur d'enfant, à fleur de rage et de courage, c'est la voix qu'il porte. Celle de Vera, une orpheline pas comme les autres, en proie à tous les malheurs, et qui pourtant fait preuve d'une ténacité incroyable. Elle est née à Providence, une petite ville aux confins du monde, où s'installe un jour une multinationale multimilliardaire, appelée Goliath, en apparence impossible à renverser. En apparence seulement, car la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Henri Lovenbruch prouve avec une grande sensibilité qu'aujourd'hui encore, David peut vaincre Goliath, et qu'aucun combat n'est vain, pourvu que l'on ne se résigne pas. Il signe un roman noir, et pourtant plein d'espoir, où la tragédie ne cesse de frayer avec la drôlerie. Une ode à l'amitié, autant qu'un appel à la résistance face aux injustices du monde. Mais je ne vous en dis pas plus. La suite de ce roman poignant et engagé, qui donne autant à réfléchir qu'à ressentir, c'est Henri Lovenbruch qui va vous la raconter. Allons le chercher. Bonjour Henri Lovenbruch. Bonjour. Bienvenue dans Entre quatre planches. Merci. C'est l'émission mortelle pour les auteurs de polar. Ça a l'air mortel. On y va ? Oui. Alors voilà Henri, c'est un petit peu le moment où il faut être sûr de ne rien regretter. Et de mourir malheureux. Non, voyons. Voilà Henri, installez-vous. Alors, je suis désolé, je suis malade, j'ai une voix d'outre-tombe. C'est parfait, c'est tombe tout bien. à fait d'actualité. Henri, au tout début du livre, Vera dit qu'elle connaît déjà pas mal de gens morts pour une petite fille toute neuve. Et vous, est-ce que vous avez une idée du nombre de personnages que vous avez tués depuis votre premier roman qui était paru en 1998 sous le pseudonyme de Philippe Machine ? Probablement des centaines, parce que j'ai écrit des polars et puis des polars historiques dans lesquels il y a même des guerres, donc même probablement des milliers. Dans la Moira, encore une épopée de fantaisie. Des milliers, je suppose. Toujours trop. Mais il y a certaines morts qui marquent plus les lecteurs que d'autres. Je ne peux pas le révéler maintenant. Alors oui, il est pas question de divulgacher quoi que ce soit de l'intrigue de Pour ne rien regretter. En revanche, j'imagine que c'est pas de gaieté de cœur que vous avez fait souffrir Vera et ses amis. Sauriez-vous nous dire quel est le personnage de vos 27 romans que vous avez eu particulièrement de la peine à voir mourir ? Quand des gens me disent « j'ai été super triste au moment où tel personnage mourait j'ai toujours tendance à dire que dans la vraie vie, il y a des gens qui meurent, quoi. Et que je vois pas pourquoi dans un livre, nos personnages échapperaient à cette loi cruelle. Vera dit que c'est souvent les choses qu'on aime qui nous font le plus de mal. En tout cas, c'est ce que vous lui faites dire. Qu'est-ce que vous aimez, vous, le plus dans la vie, Henri, qui a pu vous faire souffrir ? Toutes les accoutumances, le tabac, l'alcool, toutes ces choses, le chocolat, toutes ces choses. Le chocolat, ça fait peut-être pas autant souffrir que le le tabac. Ouais. On se doit peut-être de le dire, je ne sais pas. Ouais, il paraît que faut en prendre trop. Regardez, c'est un peu. Non, mais voilà. Je pense qu'il y a un lien d'ailleurs, c'est-à-dire que les choses dangereuses, on les aime parce qu'on a un goût du risque et que probablement les sensations que ça procure, parce que je pense qu'à peu près tout le monde aujourd'hui est au courant que le tabac tue. Et on continue de fumer, donc bon. Vera a cette expression à propos de son oncle Freddy, que j'aime beaucoup. Elle dit qu'il remet aussi sec le drap sur la moto. Et vous employez cette expression comme le couvercle sur la tombe. Est-ce que vous le soulevez souvent, le couvercle, ou au fond, est-ce que vous pensez assez rarement à votre mort ? Je vais être honnête avec vous, cette émission, je pense que je suis l'un des meilleurs clients possibles parce que moi, la mort me terrifie tous les jours. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à la mort, et ce, depuis que je suis tout petit. Ma mère m'a raconté que quand j'étais gamin, je me réveillais la nuit en sueur en disant « je veux pas mourir ». Je veux pas mourir, maman, je veux pas mourir. Mes cauchemars, c'était ça. Et c'est toujours le cas, c'est-à-dire je suis toujours terrifié par l'idée de la mort, de la fin. J'aime tellement la vie que je trouve ça complètement débile qu'on arrête, en fait. Voilà. C'est vrai. Alors, est-ce que vous avez pris vos dispositions ? Pas du tout. Vous savez pas si ça sera plutôt pour vous inhumation ou crémation ? Pas du tout. Tout ce que je sais, c'est que j'ai dit à mes enfants que je dépenserais tout de mon vivant,
qu'ils ne toucheraient rien après ma mort. Vous avez raison. Je leur donne tout ce que j'ai à leur donner, je leur donne de mon vivant, mais après ils font ce qu'ils veulent. J'ai pas de volonté particulière sur l'endroit où je veux être enterré, ou si je veux une crémation ou n'importe. En fait, j'ai tellement pas envie d'y penser que voilà. Je suis désolée Henri, parce qu'on va peut-être devoir en parler un petit peu de la mort aujourd'hui. C'est pas grave. Est-ce que vous avez déjà pris place dans un cercueil? Ça m'est arrivé. C'est vrai? Oui. Mais dans quel cadre? Dans un cadre, on va dire, philosophique. Voilà, dans un cadre expérimental philosophique. Très bien. Donc vous avez déjà ouvert un cercueil? Oui. Est-ce que vous voulez bien m'aider à ouvrir celui-ci? Mais bien sûr. Alors on y va. Et on baisse nos genoux. Il a l'air confortable. Je vous en prie, prenez place dans ce cercueil. Il faut pas que je m'endorme. Non, faut pas que vous vous endormez, quoique ça pourrait être adapté de s'endormir dans un cercueil. Vous vous sentez bien? Je me sens pas mal, en fait. Je suis vivant, quoi. L'heure de notre interview mortelle a sonné. Henri, vous arrive-t-il souvent de faire le mort, de ne plus donner de nouvelles? Oui, très souvent. Alors Vera, votre personnage, elle s'amuse tellement sur son île déserte imaginaire qu'elle ne voit pas le temps qui passe et qui est un assassin, écrivez-vous. Alors vous, que faites-vous pour tuer le temps? J'écoute des chansons de Renaud dans lesquelles il dit que le temps qui passe est assassin. Nous voilà bien. Qu'est-ce qui pour vous est une question de vie ou de mort? La loyauté. Quand vous sentez-vous la mort dans l'âme? Quand je dois annoncer une mauvaise nouvelle à mes enfants. Et à l'inverse, qu'est-ce qui vous fait mourir de rire? Mes enfants. Dans quelle situation, Henri, vous dites-vous qu'il n'y a pas mort d'homme? À peu près dans toutes les situations. Qu'est-ce qui vous refroidit le plus dans la vie? L'intolérance, la bêtise et les réseaux sociaux. Comment faites-vous pour rompre un silence de mort? Je fais de la musique. Quel est votre cadavre dans le placard? J'en ai beaucoup trop pour répondre à cette question. Je crois que c'est pas un cadavre, c'est un cimetière que j'ai dans mon placard. C'est une penderie immense alors. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait signer votre arrêt de mort? Celle de mon meilleur ami. Et la dernière question, pour vous Henri, quelle est la phrase qui tue? Je veux mourir malheureux. Comme elle tue, c'est vraiment pas ce que vous souhaitez. Non. Alors venez. Ne tombez pas, hein? Non. Et je suis plus aussi souple qu'avant quand même. Allez, allons nous installer. J'aimerais que nous parlions de la jeunesse de votre roman, si vous le voulez bien, Henri. Vous confiez dans les remerciements de Pour ne rien regretter avoir écrit ce livre comme une évidence, une urgence. Vous dites qu'il vous appelait, qu'il vous suppliait même presque de l'écrire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est vrai que c'est un roman qui, contrairement à tous les autres, qui n'était pas prévu. Ça fait 27 ans que j'écris un roman par an, donc 27 romans. Et à chaque fois, c'est très programmé. Je sais très bien quel livre. J'ai toujours un ou deux romans d'avance dans la tête. Et j'étais en train de rédiger le 4e tome des aventures de Gabriel Joly, quand tout à coup, j'ai eu ce besoin d'écrire Pour ne rien regretter, comme une urgence, comme je le dis dans les remerciements. J'ai arrêté un roman en cours. J'avais jamais fait ça jusqu'à présent, m'arrêter. Et je l'ai écrit beaucoup plus vite que mes autres romans. D'habitude, je mets 1 an, et là, j'ai mis 6-7 mois. Voilà, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est pour des raisons de contexte familial ou public, parce que la période qu'on traverse tous est particulière. Et je pense que ce roman fait écho à cette période, quoi. Ce qui fait, à mon sens, le charme et la force de votre roman, c'est la voix que vous donnez à entendre. C'est celle de Vera, une fillette pas comme les autres, qui est atteinte du syndrome d'introversion, qui est en proie, on pourrait dire, à toutes les injustices du monde et qui pourtant ne manque pas de courage, je trouve, ni d'esprit, ni de drôlerie. Je me suis demandé comment cette voix s'était imposée à vous et finalement, à vous entendre, j'ai un peu l'impression qu'elle vous est presque tombée dessus. Il y a plusieurs choses dans la voix de Vera. Il y a d'abord l'héritage de Bohème, qui était le personnage principal de Nous rêvions juste de liberté, et dont elle dit elle-même qu'elle est héritière psychologique. Mais surtout, il y a un héritage de ma part plus littéraire, qui est celui de Momo dans La vie devant soi. C'est-à-dire que le roman de Romain Gary, qu'il a écrit sous le nom d'Émile Ajar, est probablement le livre, mon livre de chevet, celui qui m'a accompagné toute ma vie et qui m'accompagnera jusqu'à ce que j'aille dans un cercueil, je pense. La vie devant soi m'a toujours habité, et j'avais envie de rendre hommage à la voix de Momo dans les 2 livres. Dans Nous rêvions juste de liberté, c'était déjà le cas. Et voilà, c'était cette espèce de fausse naïveté, ces petites maladresses charmantes qui disent beaucoup plus sur la réalité que si Vera avait parlé comme vous et moi, quoi.
Henri, cette fillette pleine de fêlures, elle manque pas de force. Elle voit d'un drôle d'œil s'installer dans sa ville, vous dites une multinationale, multimilliardaire, c'est pas facile à dire, des nouvelles technologies, des réseaux sociaux, mais aussi de la grande distribution, de l'armement, de l'industrie pharmaceutique. Son nom commence par un G comme Goliath. Et on sent bien que la question des injustices et du déséquilibre des forces dans notre société vous tient à cœur. En écrivant ce roman, qui à mon sens peut se lire comme une ode à l'amitié autant qu'un appel à la résistance. Est-ce que vous aviez à cœur de donner votre propre version du combat de David contre Goliath ? Oui, bien sûr, et puis de donner envie aux gens de croire en la possibilité de battre les espèces d'énormes pieuvres qui sont en train d'envahir le monde, quoi. C'est des pieuvres économiques et qui sont partout. Alors les gens se doutent, vont facilement reconnaître à qui je pense quand je donne le nom de Goliath. Le G comme Goliath ? Voilà, je pense à plusieurs, mais évidemment au plus gros G de tous. Mais c'est vrai que je pense, en tout cas c'est pour moi une envie de lancer un appel en disant vous voulez pas qu'on réfléchisse à comment freiner cette progression incroyable de ces multinationales américaines qui sont en train de bouffer la planète et à qui on vend beaucoup plus que simplement notre temps libre. On leur vend même notre liberté tout court, quoi. Vera et Aaron sont des geeks qui tapotent comme on papote. Ça, c'est vous qui l'écrivez, je vous l'ai emprunté. Pas sur n'importe quel réseau social. Ils utilisent Libertalia, un ensemble de petits canaux libres. Vous dénoncez la toute-puissance destructrice des géants du numérique, qui n'ont de cesse, comme vous le disiez tout à l'heure, d'étendre leur pouvoir sur nos corps, nos cœurs et nos esprits. Mais vous dénoncez aussi, et c'est pour ça que je trouve votre livre très fort, les violences policières et puis les violences que subissent les femmes. Je me suis demandé si dénoncer, c'était désormais pour vous une priorité, peut-être même une manière de ne rien regretter. Oui, je pense que ne pas dénoncer une injustice, c'est y participer. Est-ce qu'on peut dire que les livres que vous écrivez, Henri, sont une promesse de beau grabuge pour reprendre cette jolie formule que vous placez dans la bouche de Vera ? J'espère que mes romans peuvent parfois donner envie aux gens d'agir. Après, c'est pas une obligation, mais j'espère. Et puis, j'ai du mal, maintenant que j'ai 3 enfants, à ne pas penser à eux dans chacun de mes romans. Donc c'est aussi une ode à leur génération, hein. J'avais très envie d'écrire un roman dans lequel je puisse à la fois être réaliste sur ce qui nous attend dans les 50 prochaines années, mais aussi présenter un avenir désirable. Parce que je souhaite un avenir désirable à mes enfants. À vue de nez est une expression idiote parce que ce n'est pas le nez qu'on voit, mais bon, remarque Vera, qui s'étonne aussi, ça j'adore, que mon fort intérieur ne prenne pas de thé à la fin. Vous prenez, je trouve, un plaisir communicatif pour nous, lecteurs et lectrices, à retourner et à détourner les expressions, comme séparer le bon grain de l'ivresse, celle-ci elle me plaît beaucoup, ou prendre la poudre à décampette. Est-ce qu'écrire pour vous, c'est jouer avant tout ? Je pense beaucoup à Brassens à travers votre question, parce qu'un jour, il y a une de ses chansons dans laquelle il dit il a pris son chemin de petit bonhomme, au lieu de son petit bonhomme de chemin. Et j'adore ce moment, parce que qu'est-ce que fait Brassens quand il fait ça ? Il nous rappelle qu'on a pris l'habitude d'entendre l'expression un petit bonhomme de chemin, sans plus savoir ce qu'elle veut dire. Réfléchir à son sens, de l'inverser comme ça dans un texte, il nous invite à y réfléchir. Enfin voilà, on lève le voile sur l'habitude en s'amusant avec la langue française, et moi j'aime bien faire ça. C'est très ludique, ouais. Et à mon sens, c'est ce qui fait, comme vous le disiez tout à l'heure, que finalement, Vera, en fait, elle dit des choses très profondes en ayant l'air d'être dans la drôlerie. Alors c'est un artifice littéraire vieux comme le monde, hein, que Voltaire utilisait déjà, cet observateur un peu étranger, un peu naïf, qui regarde notre monde et dont la naïveté est finalement pleine d'enseignements, quoi. Le garage où travaille Freddy, l'oncle de Vera, dont on parlait tout à l'heure, joue un rôle plus important qu'il n'y paraît dans votre livre. Et ce que raconter, c'est pour vous réparer les vivants ou les guérir de ce que vous appelez joliment l'épidémie d'indifférence. Oui, j'ai toujours considéré que les romans, c'était des médiateurs entre toutes nos solitudes. Alors, celle de l'auteur et celle des lecteurs entre eux. Et moi, je suis traduit dans plusieurs langues et donc je suis lu par des gens dont je ne parle pas la langue. Et donc le livre fabrique un pont émotionnel entre nous alors qu'on ne se comprend même pas quand on se parle, quoi. Donc oui. Vera lit comme on se sauve. Alors imaginons que vous puissiez emporter dans l'au-delà un polar qui vous a particulièrement marqué en tant que lecteur et qui a pu avoir une incidence sur votre vie d'écrivain. Ce serait lequel ? Le nom de la rose d'Umberto Eco, parce que c'est remarquablement bien écrit et que c'est très drôle. C'est vrai, c'est très drôle. Quel est votre dernier mot, Henri, pour clore cette rencontre entre 4 planches ? J'espère que vous avez oublié les clous. Tout à fait, c'est même des vis en vrai. Un grand merci. C'est moi. Et si vous le voulez bien, j'aimerais que vous nous laissiez un petit mot dans le registre que vous souhaitez
sur justement ce registre du souvenir. Avec plaisir. Est-ce que vous voulez que je vous raconte une anecdote drôle à ce sujet ? Tout à fait. Il y a une cérémonie dans les Vosges qu'on appelle le retour de fosse, Oui. qui existe dans plein d'autres régions en France, où tous les amis font la fête après un enterrement en ramenant la famille du défunt chez lui. Et j'ai un ami d'un certain âge qui un jour a dit « Moi, je veux bien faire mon retour de fosse de mon vivant, parce que je trouve ça dommage, vous allez faire la fête et je serai pas là. » Et donc, il a organisé son retour de fosse. Donc, il s'est fait mettre dans un cercueil. Un peu comme aujourd'hui. Exactement, mais dans un corbillard, qui est allé de chez lui jusqu'à l'église avec tous ses amis, toute sa famille qui marchait derrière. Ils ont fait l'enterrement, il est sorti du cercueil et ils sont allés boire des coups pour faire ensemble la fête. Il a dit, au moins mon retour de fosse, j'y aurais participé. Et il aurait presque pu signer son propre registre. C'est pas mal ? Bah oui, c'est pas mal.